Bonjour Nicole Bella, vous êtes démographe, vous êtes aussi l'un des membres fondateurs de l'équipe de rapport mondial de suivi sur l'éducation. Alors, merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à mes questions. Donc, ma première question pour vous, c'est en 1995, lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Pékin, la communauté internationale s'est engagée dans la mise en œuvre d'un programme d'action pour promouvoir les droits des femmes. Quels sont les progrès les plus importants qui ont été faits dans ces dernières 25 ans en termes d'éducation des filles? Alors, juste pour commencer, signaler que nous avons fêté, le monde a fêté le 25e anniversaire de la déclaration de Pékin, qui est un engagement historique pour l'égalité des genres. Et donc, le rapport 2020 sur le genre, publié par l'équipe du rapport mondial sur l'éducation, a donc estimé important de faire une espèce d'évaluation justement des progrès qui ont été menés par les pays vers justement l'éducation des filles et des femmes. Parce que la question de l'éducation des filles et des femmes et de leur formation est au centre un peu de cette déclaration de Pékin. Et ça nous a permis de faire cette évaluation et on a pu voir que depuis 1995, on n'a jamais eu autant de filles et de femmes scolarisées qu'au cours des 25 dernières années. C'est-à-dire le nombre en 2018, on avait plus au niveau mondial 180 millions de filles en plus scolarisées dans les niveaux d'enseignement primaire et secondaire. Et au niveau de l'enseignement supérieur, le nombre a été multiplié par 3. Donc, c'est absolument colossal. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, au cours de ces 25 dernières années, une scolarisation massive des filles et des femmes. Et, mais le rapport montre également que malgré ces progrès d'ensemble, l'accès à l'éducation demeure un problème pour les filles, en particulier dans certaines régions du monde, comme en Afrique subsaharienne, du fait des coûts, aussi bien des coûts directs qu'indirects de l'éducation, mais également, et là c'est aussi la question des barrières à l'accès que rencontrent les filles, la question des normes sociales discriminatoires qui affectent davantage les filles et qui persistent dans la plupart des pays, et y compris dans les pays où l'accès reste faible. Donc, par exemple, au niveau mondial, les filles représentaient encore les 3/4 des 12 millions d'enfants d'âge du primaire non scolarisés, et c'est-à-dire 9 millions. Et la plupart de ces filles non scolarisées qui ne l'avaient jamais été et qui risquaient de ne jamais l'être se trouvaient en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 4 millions. Et par exemple, dans des pays comme la Guinée-Bissau, le Tchad, on avait moins de 80 filles pour 100 garçons qui avaient achevé le primaire. Et les garçons avaient 2 fois plus de chances que les filles d'achever l'enseignement secondaire. C'est pour montrer à quel point effectivement, bien évidemment, des progrès ont été réalisés, des progrès substantiels, mais la question de l'accès des filles à l'école reste un sujet de préoccupation. Et à ça s'ajoute le fait que ce ne sont pas forcément toutes les filles qui rencontrent des problèmes, ce sont certaines filles. Ouais. Et donc, d'où la question de l'intersectionnalité qui doit vraiment être prise en compte quand on discute des questions de genre. Parce qu'évidemment, le genre est un facteur de discrimination, un facteur de désavantage, mais les femmes, la population des femmes et des filles n'est pas une population homogène. Donc, par exemple, la question du principe de ne laisser personne
sur le bord de la route qui traverse l'agenda du développement durable est un principe justement qui nous commande de regarder d'un peu plus près la question du genre et de l'égalité de genre, vraiment pour s'assurer que les filles et les femmes qui sont le plus exclues de l'éducation soit atteintes, soit deviennent les cibles des politiques et des programmes éducatifs. Donc, c'est un peu, en gros, la question des progrès et de ce qui reste à faire depuis 25 ans. Et justement, vous avez commencé un peu à parler avant des barrières. Vous avez mentionné les normes socioculturelles comme type de barrières qui empêchent les filles de accéder à l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres types de barrières que vous avez remarquées dans vos rapports? Est-ce qu'il y a d'autres types de obstacles à l'éducation des filles et des femmes? La question, donc j'ai mentionné la question des coûts, mais les coûts de l'éducation. Mais c'est aussi la question, c'est des questions sur lesquelles les recommandations que nous avons pu faire mettre l'accent. C'est-à-dire que c'est des barrières également, parce que il est absolument important quand on discute de la question du genre d'aller un peu au-delà de la question de la parité, pour vraiment mettre l'accent sur la question de l'égalité substantielle, substantive, je veux dire. Donc, c'est également la question de la violence genrée, la violence basée sur le genre à l'école, qui, évidemment, à l'école, filles et garçons font face à la violence, mais il y a une certaine violence dont souffrent davantage les filles, donc ça va être les questions de harcèlement moral et sexuel qui affectent davantage les filles que les garçons et elles en sont victimes de la part aussi bien de leur père, de leurs camarades garçons, mais également de la part des enseignants. Mais c'est aussi la question de l'accès à des infrastructures scolaires, telles que l'existence ou non de toilettes séparées dans les écoles. Et le rapport sur le genre montre que cette question, justement, est très importante parce que c'est évidemment, elle fait partie une des cibles de l'objectif 4 du développement durable, qui est l'objectif 4.A, qui appelle les pays à mettre en place des infrastructures qui soient sensibles aux enfants, sensibles à la question du handicap et sensibles à la question du genre. Donc, cette question de l'existence des toilettes séparées est éminemment importante. Pourquoi? Parce que les filles, au moment de la puberté, elles ont besoin d'intimité. Ouais. Et dans pas mal de pays dans le monde, l'absence de toilettes séparées les empêche d'avoir cette intimité et souvent peut conduire aussi à l'absentéisme. C'est-à-dire que souvent, les filles, quand elles ont leurs règles, dans la mesure où elles ne peuvent pas aller se changer dans un espace privé, elles vont préférer rester à la maison plutôt que d'aller à l'école. Donc, ce sont toutes ces choses. Et il y a aussi des barrières concernant l'absence justement de l'éducation complète à la sexualité. Mm-hmm. C'est aussi une barrière, hein, ça peut être vu comme une barrière qui fait que en l'absence, qui dit éducation complète à la sexualité, dit aussi la possibilité pour les étudiants, les élèves et en particulier les filles d'avoir accès à des programmes sur la sexualité qui leur permettent non seulement de questionner les normes de genre discriminatoires, mais également leur permettent leur fournissent de l'information et une éducation pour prévenir les grossesses précoces, parce que les grossesses précoces sont aussi une barrière. Hein.
elles sont souvent la cause d'abandon scolaire de la part des filles. Donc, et également l'absence de matériel d'apprentissage et d'enseignement qui soit sensible au genre, qui fait que comment on appelle ça, les matériaux didactiques sont souvent reflètent une vision stéréotypée des hommes et des filles qui fait que ça pose problème, quoi, en fait. Donc, l'accès à l'école est important, mais il faut aussi voir ce qui se passe à l'intérieur de l'école en termes de processus d'apprentissage qui ne sont pas toujours, où l'interaction entre élèves et enseignants est souvent genrée. Ouais. Donc, qui fait que les filles et les garçons, on leur inculque une certaine vision du monde. Et vous avez parlé d'infrastructures, vous avez parlé aussi des coûts de l'éducation dans le sens que les pays doivent investir plus d'argent dans l'éducation. Mais quelles sont des autres mesures que les pays doivent adopter afin de garantir l'égalité des sexes dans et par l'éducation aussi? Alors, il faut signaler que souvent, malgré les bonnes intentions, malgré les engagements qui sont souvent clairs, hein, c'est-à-dire, par exemple, en 1995, l'ensemble de la communauté internationale et la majorité des pays dans le monde se sont engagés justement sur cette vision de l'égalité de genre. Mais souvent, les engagements se réduisent à des engagements sur papier, c'est-à-dire que les bonnes intentions qui sont inscrites dans les lois et les politiques ne se traduisent pas forcément dans la réalité, quoi. Donc, ça reste du domaine de l'intention. Le rapport sur le genre recommande de faire des écoles, des lieux sûrs pour tous, filles et garçons, sans violence basée sur le genre. Et parce que cette violence-là, elle peut entraîner l'échec scolaire, elle peut entraîner l'abandon. Et donc, c'est une atteinte au droit à l'éducation, en fait, aussi. Hein. Ensuite, comme autre recommandation, on demande au pays de faire en sorte de mettre en place et de dispenser une éducation sexuelle à la sexualité qui soit complète. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, parce que cette éducation, elle permet de questionner les normes sociales discriminatoires qui sont un frein à l'accès à l'éducation dans un grand nombre de pays où l'éducation des filles et des femmes n'est pas valorisée. Parce que dans ces pays où les traditions voudraient que les femmes et les filles, leur rôle premier, c'est d'être épouse ou mère, leur éducation n'est pas valorisée. Or, l'éducation est un droit fondamental qui s'applique à tous et qui doit être garanti par les gouvernements pour tous. Il faut aussi garantir une représentation parce que qui dit égalité de genre dans l'éducation, évidemment, c'est par rapport aux élèves, aux étudiants, mais c'est aussi par rapport au personnel éducatif. Hein. Donc, il faut également garantir une représentation paritaire entre hommes et femmes dans les postes de gestion et de prise de décision dans le secteur de l'éducation. Et l'enseignement est devenu un métier de femme dans la plupart des pays du monde, au moins jusqu'au second cycle du secondaire, mais ce n'est pas forcément le cas partout, c'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai en Afrique subsaharienne, ou dans certains pays comme le Bénin, le Comore ou Djibouti, où même au niveau du primaire, on a moins de 30% de femmes enseignantes représentées dans les effectifs. Et le chiffre est encore même, le pourcentage est même encore plus bas. Par exemple, au Togo, ce pourcentage est inférieur à 20%. Il faudrait donc encourager les femmes à être formées, à rester dans le monde de l'enseignement
là où où leur présence reste minoritaire, comme dans les zones rurales et les zones reculées. Et ensuite, parce que par exemple, dans des pays africains, les recherches ont montré que les filles sont plus susceptibles d'aller à l'école et les parents de les y envoyer, de les y maintenir lorsque les femmes enseignantes sont présentes. Ouais. Et ces dernières étant des rôles modèles, jouant des rôles modèles pour les filles, quoi, en fait. Ouais. C'est aussi souvent dans ces pays où se posent des questions de sécurité. Les parents sont beaucoup plus, comment dire, ils sont rassurés d'avoir une classe où sont présentes leurs filles et que dans cette classe, l'enseignement est dispensé également par une enseignante, quoi, en fait. Donc, c'est cet ensemble de recommandations que le rapport 2020 sur le genre a pu faire. Merci beaucoup, Nicole Bella, pour votre disponibilité, votre temps. Merci pour ces questions.